Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de décryptage quotidien de l'actualité sur le web. Tous les jours, en compagnie de mes invités, triés sur le volet, nous essaierons de vous donner les clés de compréhension de ce qui fait cette actualité, qu'elle soit politique, sociale, culturelle, et ce sur le plan national et international. L'actualité d'aujourd'hui, alors je ne sais pas si elle est politique, sociale, culturelle, en tout cas nous allons essayer de monter pour vous donner une vue d'ensemble. Vous le savez, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission et sur le compte Twitter. Les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir sont Abdullah Sherif Ouazzani. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences islamiques et sciences de l'éducation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est beaucoup de plaisir à vous retrouver sur le plateau après quelques années. Soumia Namen Gessous, sociologue et écrivaine reconnue. Vous avez commis beaucoup d'ouvrages, on se rappelle de Au-delà de toute pudeur. D'ailleurs, on est en 2018, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'Au-delà de toute pudeur est sorti. Et votre dernier livre, c'est Les femmes dans le Maroc d'hier et d'aujourd'hui. Non, c'est pas juste. C'est pas juste ? C'est un recueil de chroniques. C'est un recueil de chroniques. D'accord, très bien. Merci de m'avoir corrigé. Vous le savez, dans cette émission, je reçois l'édito et la petite lumière clignote. Ça veut dire qu'elle vient d'arriver. Je le découvre en même temps que vous. Donc, je vais vous le lire, ce qui va poser le sujet d'aujourd'hui. Existe-t-il un ou deux Maroc ? D'un côté, un Maroc dans l'air du temps, ouvert, moderne, mu par une dynamique qui prône le respect des traditions, mais également une lecture éclairée des textes et une approche rationnelle des choses. De l'autre, un Maroc fermé sur lui-même, bloqué par des certitudes d'un autre temps, par un discours haineux, dégradant et d'un autre âge. Il y a quelques jours, le souverain autorise l'entrée des femmes dans le monde très codifié des adoul, ces notaires traditionnels qui sont tellement importants, vous le savez, dans notre pays. Dans la même semaine, un frère officiant sur les ondes d'une radio populaire déclare que l'adultère provoque le cancer de l'utérus. Le même frère, de la même radio, ayant déjà été condamné par la AK pour des propos fustigeant le travail des femmes. Sur plusieurs médias, d'autres prédicateurs expliquent à longueur de journée le bien fondé des ruqyas, les soins par la prière, les méfaits du mauvais œil, de la magie noire, et j'en passe. Bref, un discours d'une autre époque sur des médias en quête d'audience à tout prix. Alors, que faire ? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Soumia, si on est là aujourd'hui, c'est pour réagir à une réaction que vous avez eue sur les réseaux sociaux, qui a été extrêmement remarquée, extrêmement partagée, des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu Sofré sur une radio nationale qui a commencé à parler des femmes dans des termes, et c'est la deuxième fois que ça arrive. Et là, vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose. Vous avez publié un post assez long et que vous avez voulu mettre à la portée de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a l'impression que la démocratie permet toutes sortes d'expressions, sans penser à l'impact que cela peut avoir. Et donc, Sofré a soutenu que lorsqu'une femme a un cancer de l'utérus, c'est qu'elle a eu plusieurs partenaires. Et que pour éviter cela, il faut l'abstinence, lutter contre l'adultère. Bon, là on est d'accord, on n'est pas dans le jugement au niveau des valeurs. Mais il disait clairement que chaque femme, lorsqu'elle a une première relation sexuelle, son utérus produit un code. Voilà que notre corps contient maintenant... C'est-à-dire qu'il y avait une explication pseudo-scientifique. Selon... Oui, voilà. Il a développé une démarche scientifique, une explication scientifique. De l'Occident, lequel Occident qu'il fustige en début d'émission. Et que donc notre utérus inscrit un code, et que si les femmes ont une relation sexuelle avec un autre homme, c'est là que se déclenche le cancer de l'utérus et du col de l'utérus. Et c'est de la bêtise, parce que j'ai contrôlé l'information auprès de médecins, et les médecins vous disent ceci, ils vous disent que toutes les femmes sont porteuses d'un virus. Et dans 1% des cas, quand il y a plusieurs partenaires sexuels, la femme peut justement contracter le cancer de l'utérus, parce que nous avons un virus avec lequel on est, mais un système immunitaire assez important qui permet de lutter contre. Et donc, dans cette émission, j'étais outrée. Ça voulait dire qu'il présentait ça, le cancer de l'utérus, comme une punition divine. Imaginez l'état de ces femmes qui sont atteintes par ce cancer et qui vont se dire, mais attends, où c'est que j'ai fauté? Deuxièmement, j'ai rencontré 2 femmes qui me disent, oui, tu es tout le temps en train de me dire les dépistages, etc. Mais écoute, Dieu nous a protégés par ceci, cela. Moi, je n'ai connu qu'un seul homme dans ma vie. Pourquoi je vais dépenser mon argent chez le médecin?
Et donc voilà un discours que l'on peut dire, bon, innocent, etc., mais qui a un impact très, très important. On va revenir sur la réaction des gens par rapport à votre poste, parce que c'est intéressant. Vous avez plutôt eu une bonne surprise hein, par rapport aux réactions que vous avez eues, on va y revenir. Oui. Alors là, Chef Fouazani, quand vous entendez ça, des prédicateurs, des frais qui sont sur les ondes radio, et d'ailleurs un frais qui a déjà été sanctionné, c'est-à-dire qu'il est récidiviste, c'est déjà arrivé. Comment vous analysez le fait qu'on puisse laisser la parole comme ça, faire des liens avec la science pour essayer de... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Première chose, je constate que la bêtise humaine n'a pas de limite. Et donc, bon, ça me réconforte parce que... Ça, c'est scientifique, ça. Ne rien avoir une formule. Moi, j'ai reçu le poste de Madame Sousse, donc j'ai reçu la lettre, je l'ai lu. Immédiatement, je suis allé chercher sur Internet, voir ce monsieur. Je ne le connais pas, mais je connais ses dires. J'ai déjà eu écho de certaines sorties malveillantes. Et je constate que c'est quelqu'un d'abord, il a une formation purement théologique, donc il n'a aucune connaissance du domaine scientifique et particulièrement médical. Comment peut-il se permettre de faire une interprétation médicale? Quand on constate ça, on va aller voir les médecins, on va aller voir les généticiens. On sait que le cancer est relié à une prévalence. Cette prévalence peut augmenter ou diminuer selon un certain nombre de facteurs qui sont totalement différents. Et donc, on ne peut pas venir tout simplement faire une imputation directe d'une pathologie par rapport à un acte, par rapport à un comportement, par rapport à un des aspects qui éventuellement, ça existe. D'ailleurs, Madame Sousse l'a dit, des médecins le disent, mais c'est un parmi tant d'autres. Donc, ce qui me dérange... Là, le débat, il ne va pas être scientifique, parce qu'on pourrait inviter des scientifiques juste pour vraiment expliquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui pourquoi on laisse la parole, cette parole-là, sur la radio. Sur leur domaine de compétences ou de connaissances. Premièrement, déjà, si on peut dire qu'ils ont des connaissances. Parce que là, c'est quelque chose qui est quand même à réévaluer. Nous avons une autorité, nous avons la AK, et qui est logiquement responsable de ce paysage-là, qui est responsable justement des agissements des uns et des autres, et surtout pour sanctionner les débordements. Mais alors justement, je vais vous arrêter là. L'AAK, parce qu'il y a deux autorités. Il y a l'autorité des médias, qui est l'AAK, mais il y a aussi l'autorité qui est le ministère des Habous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AAK a sanctionné. Il faut savoir qu'au niveau de l'AAK, il y a différentes sanctions. Il y a la mise en demeure, on vous envoie une lettre, on vous dit « attention ». Un avertissement, c'est le grade au-dessus. Et puis, il y a les sanctions qui sont des sanctions pécuniaires et des suspensions d'antenne. Est-ce que ça suffit aujourd'hui comme sanction? Est-ce qu'il faut entendre une autre voix pour encadrer ces émissions qui peuvent avoir des utilités, bien entendu, parce qu'elles sont très importantes et on n'en nie pas l'utilité. Mais est-ce qu'il faut une autre réaction, Soumia? Oui, je pense qu'il faut une autre réaction. On ne va pas tomber dans la censure. Mais je pense que ce discours... aujourd'hui, je me rends compte que le seul canal qui est le plus écouté par l'ensemble des Marocains, c'est le canal religieux. Et donc, à travers ces canaux, on passe énormément de messages. C'est la première radio écoutée, c'est la radio Mohamed VI du Saint-Coran. Maintenant, il faudrait qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on a envie que ces radios nous transmettent comme message? Est-ce qu'on veut aller dans l'obscurantisme? Est-ce qu'on a envie de faire de notre population une population épanouie, qui soit capable de respecter les valeurs, le civisme? Parce que c'est ça le rôle de la religion. C'est les valeurs, orienter les gens sur les valeurs, les croyants sur les valeurs, les orienter sur le civisme et les orienter sur la citoyenneté. Or, c'est un mot que je n'entends jamais, parce que j'écoute ces radios, pas seulement celles sur lesquelles j'ai écrit, mais elles sont nombreuses et je les écoute autant que possible. Donc vous ne m'avez pas écouté sur la radio Mohamed VI. J'ai parlé énormément de citoyenneté comme socle d'appartenance, indépendamment de toute autre valeur. Non, alors, je le déplore. Si vous me permettez, je vais juste pour dire que la chaîne Mohamed VI, que ce soit la radio ou la télévision, il y a un suivi, il y a un contrôle. Oui, voilà. Sur cette radio-là, il y a un suivi. S'il n'est pas les compétences. Deuxièmement, l'émission doit être décrite. Moi, j'ai 2 émissions sur la radio Mohamed VI et j'ai une émission sur la télévision. Avant de commencer mon émission, je dois décrire exactement quelle est mon émission, quelles sont les thématiques que je vais traiter, quels sont les objectifs. C'est-à-dire que vous êtes contrôlé. Bien sûr. On est bien d'accord. Par qui Par une autorité qui dépend de la chaîne et du ministère des Habous.
Alors, Oui. voilà, je veux arriver à ce point-là parce que c'est extrêmement important. Si, sur la radio, sur la radio sur laquelle vous officiez, excusez-moi, sur la radio sur laquelle vous officiez, il y a un contrôle, il y a un process qui est mis en place. Absolument. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur les autres radios... Il y a un comité de lecture qui est composé des personnes qui appartiennent au conseil du ulama et aussi de l'administration des habous et qui se penchent sur l'émission. Et on enregistre 1, 2, 3 parfois épisodes et ils les entendent, ou bien ils les voient quand c'est la télévision. Ils valident, vous continuez, soit ils stoppent. Donc on sait faire. Voilà. On sait faire. Oui, bien sûr. Bon. C'est pour ça que je dis, ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la chaîne nationale, pourquoi il ne se fait pas aussi dans les chaînes privées? Parce que finalement, Madame Souss a parlé aujourd'hui du canal religieux qui est très attractif. Le canal religieux au niveau des mosquées est contrôlé. Et d'ailleurs, on a vu des sanctions tomber, on a vu des gens, des prédicateurs qui ont été suspendus parce qu'ils ont dépassé certaines limites ou bien ils ont touché des domaines qui peuvent être à controverse. Pourquoi ça ne se fait pas aussi sur les autres chaînes, sur les autres canaux qui touchent aussi la population? Si on a une vue et on a un objectif de construction, nous voulons construire une société sur un modèle de respect, sur un modèle de vivre ensemble, sur un modèle de... Mais alors, justement, voilà, excusez-moi, on va c'est ça qui est quand même assez intéressant parce que au niveau de l'éditorial que j'ai reçu, on parle de 2 Maroc. Hein. Alors, on a ce Maroc qui contrôle le discours religieux. On n'oublie pas également que Sa Majesté a voulu faire de la diplomatie spirituelle, de l'islam médian. On a un institut de formation des imams qui est reconnu et qui forme des imams du monde entier. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut faire le lien avec ces radios privées qui finalement, on a l'impression que ce discours-là, on fait absolument ce qu'on veut? Oui. Eh bien, il va falloir peut-être travailler, sensibiliser, de manière à ce que ce contrôle dont vous parliez, monsieur, s'exerce également sur les chaînes privées. Moi, ça me rassure ce que vous êtes en train de me dire. Je ne le savais pas et je suis agréablement surprise. Et je vous invite à venir le voir sur place. Je viendrai. Bien sûr. Mais bon, excusez-moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on laisse le privé en aparté. Et on sait bien que le privé, généralement, je ne parle pas des gens qui sont responsables, s'assument. Mais on cherche le bénéfice d'abord, oui. On cherche l'audimat d'abord, et donc on cherche à faire le buzz. Peu importe les valeurs, peu importe les référentiels, peu importe les choses qu'on peut détruire, alors qu'on est dans un domaine où on doit agir sur la société, dans un objectif, dans une perspective de construction et d'harmonisation. Soumia, je reviens à votre poste. Hein, vous avez eu une agréable surprise, oui. Parce que vous avez posté. Vous avez eu combien de partages à peu près? Avant de venir, j'étais à 70 000 partages et 4 000 commentaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, quand même, ont été interpellés, se soucient de cette thématique-là. Est-ce que vous avez eu des commentaires haineux ou, on va dire, un peu, voilà, avec des frottements? Alors, sur 70 000, j'ai eu 4 commentaires. Vous avez lu les 70 000? Non, ça c'est des partages. Ah, des partages, pardon, sur les commentaires, oui. Les 4 000 commentaires, j'en ai eu 4 qui étaient un petit peu agressifs. Et lorsque j'ai répondu, j'ai obtenu ce matin une réponse de l'un d'entre eux qui s'est excusé. Je lui ai dit qu'on pouvait avoir un dialogue serein. Et le problème qui se pose dans notre société, dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Et dès que ces pseudo-religieux, vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils ne sont pas d'accord avec vous, automatiquement, ils vous traitent de kafira, de mécréante. Et donc, il y a une rupture. Et moi, j'aimerais vivre dans une société où le dialogue est instauré dans la plus grande sérénité. Et là, j'ai été vraiment agréablement surprise parce qu'on a tendance à penser que les Marocains ne s'intéressent plus à rien, la politique ne les intéresse pas. C'est vrai que c'est une communauté particulière, celle des réseaux sociaux. Mais quand même, il y a eu 70 000 partages. Et ça fait vraiment plaisir. Ça prouve que beaucoup de personnes pensent comme nous, mais n'osent pas l'exprimer. Alors, comment faire? Vous posiez la question tout à l'heure de comment faire. Eh bien, il va falloir que l'on s'exprime, que la société civile se mobilise justement pour arrêter ce genre de discours qui n'a aucun intérêt et qui, comme vous le dites, monsieur, contribue à détruire plutôt qu'à construire. Serge, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce frais? Parce que c'est vrai qu'il y a un moment... Alors, parler aux gens, c'est bien, mais qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à ce frais qui dit ce genre de choses à la radio? Moi, j'aimerais bien lui dire, si j'ai la possibilité de lui dire, je lui dis d'abord, il est dans l'erreur. Deuxièmement, s'il pense bien faire pour freiner ou pour orienter les gens, et bien finalement, il a très mal fait. Et troisièmement, qu'il aille se former un petit peu
Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est polyvalente, nous sommes dans une société qui est ouverte, dans une société où il y a énormément de domaines de connaissances et de savoirs qui s'entrecoupent. Être dans la religion aujourd'hui, il faut pouvoir s'ouvrir sur les autres connaissances. Ne pas être expert partout, mais au moins pouvoir faire des lectures correctes et objectives et ne pas justement aller dans une perspective où je déborde, où je fais mal, où je fais très mal aux autres. Il y a aussi ce phénomène qui est que sur beaucoup de radios, bon, on l'a bien vu, hein, ça c'est un phénomène sur une radio particulière, mais beaucoup de radios ont finalement trouvé ce filon religieux de donner la parole à des prédicateurs, à des frais. Est-ce que, c'est quoi? Vous l'avez dit, course à l'audimat? Est-ce que c'est une vraie volonté? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Très simplement, comme tu l'as très bien dit, c'est une course à l'audimat. On sait très bien que le religieux vend, parce que la majorité de la population donc, aime se perfectionner dans sa religion, mais ce qu'on constate, c'est énormément de charlatanisme au lieu d'avoir une sensibilisation et donc un travail sur les valeurs. Qu'est-ce qu'on veut? La religion, c'est une guidance. La religion, c'est une élévation. La religion, c'est une éducation. Ce n'est pas du charlatanisme. Je me suis amusé un jour à suivre les radios privées, surtout dans tout ce qui est religieux. Et j'ai commencé à noter. Eh ben, j'ai rempli plusieurs pages que d'ailleurs j'ai adressées à l'AAK, juste pour sensibiliser. Je ne travaille pas avec l'AAK, mais je voulais juste les sensibiliser. Malheureusement, jamais aucun retour. Vous n'avez pas eu de réponse? Non, jamais. Soumia? On est en antenne. Oui, on est en train d'enregistrer, oui. J'ai pas entendu le hockey. C'est pas grave. Okay. Oui, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que le discours religieux domine réellement. Et je pense que c'est parce que on a, que ce soit dans le système éducatif ou à travers ces médias, et même parfois l'Aïma des mosquées, j'ai l'impression qu'il culpabilise énormément la population, les croyants, et il les pousse, et parfois on les terrorise, à tel point qu'aujourd'hui, la religion n'est plus seulement essentiellement attachée aux valeurs, mais elle est attachée à la religiosité et au signe extérieur de la piété. Et j'ai l'impression que chaque fois, je me rends compte qu'à chaque fois que des gens parlent, ils vont d'abord dire le prophète a dit, Dieu a dit, sans être informés, en reprenant ce que tel frère ou tel frère a dit. Et on a l'impression que c'est le seul aujourd'hui, la seule voie qui te permet d'être crédible, c'est de passer par le canal religieux. Et ces radios, donc, est-ce qu'ils ont créé l'offre ou est-ce que la demande était là? Mais je pense que c'est un petit peu les deux. C'est ça, c'est la question. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'on répond à la demande? Est-ce qu'on a créé le besoin? Ou est-ce qu'on répond à une vraie demande? C'est le bouquin du jour. La petite pincée de culture quotidienne dans Vue d'en haut. On vous propose un bouquin tous les jours. Aujourd'hui, j'ai choisi Prix Nobel de littérature 2016 contre toute attente. Hein? Vous écoutiez Bob Dylan? Oui. Les chroniques de Bob Dylan? C'est quelque chose qui vous parle? J'aime la musique de Bob Dylan. Oui. Ah ouais? La musique, oui. Ben voilà. C'était une première quand même que Robert Zimmerman, de son vrai nom, soit récompensé en prix Nobel de littérature. C'est quoi votre livre de chevet en ce moment? Je sais que vous écrivez tous les deux, donc je ne vais pas vous demander ce que vous avez écrit. On présentera vos bouquins, bien évidemment, dans d'autres émissions. Mais qu'est-ce que vous avez sur votre livre de chevet en ce moment? En ce moment, je lis une fiction, Le bloc des contradictions, de Mohamed Cohen, qui est chirurgien, parce que je dois présenter son livre incessamment dans le cadre d'un club Inerwil à Casablanca. Certainement. Actuellement, je lis un livre en arabe sur Al-Milal wal-Nihal et sur les différents courants de pensée sur l'évolution de la pensée islamique depuis 14 siècles. Merci, ça nous permet bien évidemment de le conseiller à tout le monde. À demain pour une nouvelle Vue d'en haut.